Sur le référendum en Roumanie, donc, dernier chapitre d'une lutte de clans dans laquelle tous les coups semblent permis. Certes, le président Traian Băsescu a sauvé sa tête, mais la cohabitation avec un gouvernement de centre-gauche promet de nouveaux soubresauts. Depuis quelques mois, le nouveau Premier ministre Victor Ponta a limogé le médiateur de la République, limité les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, un recul de l'état de droit d'autant plus inquiétant pour l'Union européenne qu'il ne s'arrête pas aux frontières de la Roumanie. En Hongrie, l'ultra-conservateur Viktor Orban prend également ses aises avec les règles démocratiques. Alors, faut-il s'inquiéter pour la démocratie en Europe de l'Est? C'est la question que nous posons ce soir à nos invités. Pierre Verluise, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes également directeur du site web géopolitique diploweb.com. Radu Portocala, journaliste et écrivain roumain, auteur de L'exécution de Ceausescu, la vérité sur une révolution en trompe-l'œil. Jean-Dominique Giuliani, merci d'être avec nous ce soir, président de la Fondation Robert Schuman, un centre de recherche bien connu sur l'intégration européenne, et Caroline de Camaret, spécialiste Europe, ici à France 24. Et nous sommes également rejoints par téléphone depuis Bucarest par Mirel Bran, notre correspondant France 24 en Roumanie. Mais tout d'abord, nous revenons sur les événements de ces dernières 48 heures. Traian Băsescu peut crier victoire, il reste à son poste. Seuls 46% des inscrits ont participé au référendum de dimanche, pas assez pour faire tomber le président roumain, suspendu de ses fonctions depuis 3 semaines. Une majorité des électeurs ont préféré attendre le vote des législatives, prévues dans quelques mois. La meilleure chose est d'attendre les élections générales de cet automne. Ce sera le bon moment pour effectuer un changement. Devenu impopulaire pour avoir soutenu des mesures d'austérité, le président de centre-droit a provoqué la colère de l'Union sociale libérale, parti de centre-gauche majoritaire au Parlement roumain. Le Premier ministre Victor Ponta a implicitement reconnu l'échec de sa stratégie, mais parle d'une rupture entre Băsescu et le peuple roumain. De notre point de vue, le gouvernement et la majorité sont légitimes. Et M. Băsescu rentre affaibli à son poste. Comme Ponta, 87% de ceux qui ont participé au référendum ont voté pour la destitution du président. Je suis un peu déçu. Nous n'étions pas assez nombreux pour permettre un changement. Je ne suis pas content de Băsescu. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Băsescu devrait regagner le palais présidentiel pour poursuivre une cohabitation qui s'annonce houleuse. Et on part tout de suite pour Bucarest, où Mirel Bran nous écoute, notre correspondant en Roumanie. Mirel, quelles sont les réactions politiques au lendemain du référendum? Écoutez, à Bucarest, on était assez persuadé qu'à l'issue du référendum qui a eu lieu hier, les tensions politiques seraient petit à petit réglées. Mais les évolutions qui ont eu lieu ces dernières heures nous font croire plutôt le contraire. Théoriquement, selon la Constitution roumaine, le président suspendu Traian Băsescu devrait reprendre ses fonctions. Le taux de participation a été de 46% et la loi roumaine veut qu'un référendum qui ne dépasse pas les 50% des suffrages ne soit pas validé. Évidemment, Traian Băsescu a un problème lié à son impopularité. 88% des Roumains qui se sont présentés en vote ont souhaité son départ. Ses adversaires se servent de ce chiffre pour affirmer qu'il n'est pas un président légitime. À l'issue du scrutin qui a eu lieu hier, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré qu'il allait respecter la loi et accepter le retour de Traian Băsescu au palais présidentiel. Mais depuis quelques heures, les leaders socialistes et libéraux, les détracteurs du chef de l'État, ont changé de discours et demandent au président de démissionner sur un ton de plus en plus menaçant. Nous avons vraiment l'impression qu'on assiste à un retour à la case départ, que le référendum qui a eu lieu hier n'a servi à rien. La crise politique roumaine est loin d'avoir touché sa fin. Alors justement, vous parlez d'un ton de plus en plus menaçant. Un mot, Mirel, sur le climat politique en Roumanie, qu'on dit extrêmement tendu, que vous décrivez comme étant extrêmement tendu. Les politiciens sont par le passé, souvent été au bord de l'insulte. Tout à fait. La confrontation entre les pour et les contre Traian Băsescu a été très agressive. Je ne peux pas reproduire à l'antenne ce que j'ai pu entendre dans cette campagne électorale. Mais les invectives et les insultes sont allées au-delà de l'échiquier politique local. Les socialistes roumains ont emprunté le discours nationaliste et accusent pêle-mêle les dirigeants des institutions européennes d'ingérence dans les problèmes internes de la Roumanie. Les principaux personnages ciblés par la rage des socialistes roumains ont été José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne,
puis Viviane Reding, le commissaire chargé pour la justice, et même la chancelière allemande, Angela Merkel, qui avait traité la situation roumaine d'inacceptable. Enfin, la presse internationale, à commencer par les grands journaux de l'Est France, a été accusée de désinformation en masse et de dénigrer l'image du pays à l'étranger. Il faut aussi dire que plusieurs journalistes qui travaillent pour la presse internationale ont été menacés. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu un tel comportement depuis la chute de la dictature communiste en Roumanie il y a 23 ans. Et tous ces dérapages antidémocratiques sont comptabilisés à Bruxelles, puisque la Roumanie est un pays membre de l'Union européenne depuis 5 ans. Alors Mireille, vous restez avec nous à Bucarest. Je me tourne vers vous, Radu Portocala. Vous estimez qu'on en fait trop, qu'on exagère la gravité de cette crise quand on regarde depuis l'Europe de l'Ouest, vu de Paris ou Londres? L'ampleur de la crise est tout à fait réelle. La gravité l'est moins, parce que en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le Parlement a exercé un droit constitutionnel. Il faut dire, premièrement, que ce nouveau pouvoir, ce gouvernement qui est en place depuis le 9 mai, a assez mal communiqué, surtout avec les partenaires étrangers. Mais il faut dire aussi que depuis 1991, la Roumanie s'est dotée d'une constitution qui est extrêmement mauvaise et qui prête à toutes les confusions et à tous les excès. Il ressemble à la Constitution française. Hélas, je dois dire que M. Badinter est venu à Bucarest inspirer la rédaction. Bon, il l'a inspiré très peu finalement. Ça a été rédigé par des soi-disant spécialistes locaux. Si je vous dis par exemple qu'ils ont un parlement bicaméral, mais que nulle part la distinction entre les deux chambres n'est décrite, formulée, qu'on ne sait pas très bien quelle est la distinction du rôle du président et de celui du Premier ministre, que le président peut nommer le Premier ministre mais ne peut pas le démettre, etc. Donc c'est une constitution qui ne crée que des blocages. D'ici, évidemment, à ajouter une classe politique qui n'a aucune expérience, qui est agressive, en effet, ce que Mireille Brand disait est parfaitement réel. Il y a eu un discours qui était très souvent injurieux, des part et d'autre. Très injurieux. Mais enfin, ce qui avait inquiété la Commission européenne, c'était pas tant le référendum, qui effectivement est un droit constitutionnel, c'était les mesures qui ont été prises dans les semaines précédentes. On pense notamment à la limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Je me tourne vers vous, Jean-Dominique Giuliani. Comment on peut expliquer ce qui ressemble tout de même à une dérive à Bucarest? Je crois qu'il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Il y a deux raisons. On trouve ça dans tous les pays d'Europe centrale. Il y a beaucoup de maladresse. Vous avez indiqué des problèmes de communication, incontestablement, un manque de savoir-faire, dans des pays où les révolutions n'ont pas été totalement faites, qui ont vécu quand même sous des dictatures absolument terribles. C'est la même chose. Ça fait 23 ans en Roumanie. Oui, mais si vous voulez, il faut peut-être plusieurs générations, n'est-ce pas, pour intégrer la démocratie. Ce ne sont pas seulement des règles, la démocratie, c'est une pratique. Et une volonté d'apprendre. Et une société civile qui, par derrière, impose une pratique. Et deuxièmement, ce sont des pays qui se sont, en quelque sorte, en adhérant à l'Union européenne, se sont soumis aux règles de l'Union européenne, qui sont des cordes de rappel efficaces. En l'occurrence, en Roumanie, le Parlement a, à un moment, manifesté le désir de changer la règle selon laquelle un référendum serait valable, même sans 50% des participants, et c'est la Commission européenne qui a dit « on n'est pas question ». Et puis ça, c'était le dernier chapitre. M. Basescu reste en fonction grâce à M. Barroso et à la Commission européenne. Et c'est la même chose en Hongrie, n'est-ce pas? Vous avez la loi sur la presse qui a été rédigée, je l'ai lue, donc ce n'est pas une loi liberticide, c'est plein d'incohérences et d'erreurs juridiques, d'inexpérience, sans faire appel aux principes ou à l'expérience qu'on peut avoir ailleurs, l'expérience de lutte pour la démocratie. Et donc ce sont plus des maladresses, des incohérences. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence de certains qui ont envie de revenir. En Roumanie, je ne sais pas ce que pensera monsieur, mais en Roumanie, j'ai toujours le sentiment que les anciens sont là, même s'ils ont été rebaptisés. Voilà. Victor Ponta est l'incarnation de la troisième génération de dirigeants communistes. Après, oui, mais vous savez, le communisme dans ces pays, il a été soluble d'abord dans l'argent, n'est-ce pas, partout en Europe centrale. Les communistes sont devenus, après avoir dérobé ce qu'il restait,
des richesses de ces pays, des grands entrepreneurs. C'est valable en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, je pense. On ne peut pas dire que ce soit des parangons de morale, de vertu ou d'expérience démocratique. Et deuxièmement, il y a, c'est vrai, de nouvelles générations, mais qui ont eu une autre vie après la dictature, et donc sans l'expérience de la lutte sous la dictature pour la liberté, pour les droits, qui n'ont pas spontanément la même attitude que nous pouvons avoir, nous, qui avons eu la chance de vivre du bon côté du rideau de fer. C'est pas tellement une question, finalement, de droite ou de gauche. Hein. Je ne suis pas sûre que c'est parce que monsieur Basescu était plutôt centre-droite et le gouvernement plutôt centre-gauche. C'est plus une question de fonctionnement un peu clanique. Alors, quand vous disiez beaucoup d'insultes, l'insulte préférée, quand même, à l'occasion de ce débat, ça a été mafieux, quand même, chef mafieux, hein, qui s'est envoyé de part et d'autre. Et c'est vrai qu'il y a quand même un problème qui est endémique depuis l'élargissement, donc 2004, 10 nouveaux membres, dont 8 pays d'Europe de l'Est, et puis 2007, donc Roumanie, Bulgarie. Depuis l'élargissement, il y a un problème quand même qu'on arrive à identifier dans l'Union européenne, qui est qu'il n'y a pas eu de lutte contre la corruption totalement efficace. On voit bien que cette crise, elle est aussi générée par l'accusation de Victor Ponta, qui dit que finalement, si Basescu, il est allé lui faire la chasse, c'est parce que inversement, lui-même avait nommé un monsieur propre et un madame propre, donc Laura Kövesi à la tête du parquet, Daniel Morar à la direction anticorruption. Leur mandat expire bientôt. Est-ce qu'il va être renouvelé? Qui va les nommer, etc. Tout ça était l'enjeu, alors qu'eux-mêmes sont allés poursuivre l'ancien Premier ministre Adrian Nastase, l'ont arrêté le 20 juin. Ça a été un choc politique terrible. Et il se trouve que Nastase était le mentor politique du nouveau Premier ministre. Et donc, d'un certain point de vue, il se sentait attaqué lui-même. Donc, ce problème de la corruption, ce tabou de la corruption qui a été levé par vous savez bien qu'on le surnomme aussi Popeye le marin, monsieur Basescu. Il a été levé pour des raisons un peu personnelles aussi. On ne peut pas non plus dire qu'il est tout à fait blanc-bleu en ce qui le concerne. Voilà. Ce problème de la corruption, il a été identifié par l'Union européenne. Il vaut aussi à la Roumanie des soucis à se faire sur ses fonds structurels, 6 milliards d'euros par exemple qui sont inusités pour cette année. En 2004, il avait coûté à la Roumanie son adhésion à l'Union européenne. C'est pour ça que ça a été retardé jusqu'en 2007, parce que de l'avis général des institutions européennes, la Roumanie était très en retard par rapport aux critères européens concernant la transparence, la justice et la corruption. Pas seulement ça, mais M. Basescu a commencé par être très anti-européen. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est passé absolument par toutes les cases politiques possibles en Roumanie. Il a été socialiste, il a été social-démocrate, il est libéral, etc. Il est surtout très survivant. Il est chrétien-démocrate maintenant. Il a été très anti-européen et il a commencé son mandat avec une idée farfelue de géopolitique en disant qu'il va créer, lui, l'axe Bucarest-Londres-Washington, un axe qui devait, à un moment donné, isoler la France. Et il a dit, dans une déclaration en 2004, « J'ai demandé à mes amis Blair et Bush d'isoler la France », ce qui lui a valu une réponse stupéfaite de Blair, qui ne voulait absolument pas être mis dans cette histoire, et une note diplomatique cinglante de Paris, qui, je sais, est arrivée à 5 h du matin, envoyée par l'Élysée, à une heure peu habituelle pour ce genre de choses. C'est dire à quel point c'est un personnage curieux. Mais pourtant, depuis, Traian Basescu s'est targué d'avoir mis en œuvre des réformes qui répondent justement aux critères européens. Pierre Verluise, on voudrait vous faire intervenir dans ce débat. Est-ce que vous souscrivez à cet argument, cette théorie que finalement l'apprentissage de la démocratie est forcément difficile, et que ce à quoi on assiste là, dans les pays d'Europe de l'Est, pas seulement la Roumanie, on a évoqué le cas de la Hongrie, et bien finalement c'est juste des erreurs de jeunesse finalement de la démocratie? Oui, je pense que l'argument est tout à fait recevable. La démocratie, c'est quelque chose de compliqué. Nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas exemplaires par ailleurs, et capables de faire des rechutes, donc il faut d'emblée clarifier ça. Et en même temps, se garder de faire des généralités abusives, parce que la Roumanie et la Hongrie sont sur le devant de la scène, très bien, mais en 2004 et 2007, il y a d'autres pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, qui s'en sortent, me semble-t-il, dans certains cas, beaucoup mieux. On peut penser probablement à la Pologne, à la Lituanie et à d'autres. Donc, il faut se garder de généralité, même si on pourra revenir tout à l'heure sur ce que ça nous apprend des élargissements. Il n'en demeure pas moins que le fond du problème ici, pour ces deux pays, Hongrie et Roumanie, c'est un problème de culture politique, finalement. On s'aperçoit que
le communisme... Pour vous, qui est limité à la Roumanie et à la Hongrie, ou qui s'étend au-delà de ça? Dans ces deux cas, on passe pas 4 décennies de communisme sans rien. J'ai visité voici peu les présidents du KGB à Vilnius. C'est une visite que je conseille à tout le monde pour comprendre ce que c'est que le KGB et ce que c'est que le soviétisme. Mais là, c'est autre chose. Je parle uniquement de la Roumanie et de la Hongrie. Ce que je veux dire, c'est que la période du communisme a été difficile et violente, et qu'on a dans ces pays souvent des volontés de rupture, particulièrement en Hongrie, et que parce que Orban pense qu'il n'y a pas eu assez de rupture, il essaye de marquer des ruptures. Il le fait avec une certaine maladresse, ce qui l'amène à être volontiers critiqué avec raison par la Commission européenne. Et puis il y a en Hongrie une habitude qui consiste à jouer avec les limites. C'est-à-dire qu'on dit des choses en Hongrie qui sont assez violentes, et puis ça fait le buzz à Bruxelles, et puis on s'arrange, on se dit on s'est mal exprimé, on s'est mal expliqué, on va s'arranger. Et comme on maîtrise assez bien les médias, par ailleurs, en Hongrie du moins, on recule par rapport à ce qui avait été fait, mais on arrive sur la scène intérieure à le faire passer comme une victoire. Donc tout ça, ça montre que la période du communisme n'est pas totalement digérée, que tous les pays n'ont pas connu le même processus. Dans certains pays, par exemple en République tchèque, on a donné la liste des agents de la police politique. On ne l'a pas encore fait, à ma connaissance, en Hongrie. Donc il y a beaucoup de choses. C'est des sujets très compliqués qui sont très faciles à manipuler. Bref. On s'aperçoit que dans l'Union européenne, qui se veut et qui est démocratique, il y a des pays qui n'ont pas une culture démocratique solide, encore. Ce qu'on a du mal à comprendre, Jean-Dominique Giuliani, c'est que le gouvernement de centre-gauche en Roumanie était quasiment assuré d'une large victoire aux prochaines élections législatives, dans quelques mois seulement, en novembre. La campagne électorale, elle est commencée à l'automne. Donc pourquoi aller se mettre dans un tel pétrin, aller écorner l'image de la Roumanie et s'attirer les foudres de Bruxelles quelques mois seulement avant une échéance électorale qu'ils allaient probablement gagner? Par manque de culture politique, je pense. C'est toujours le même argument, manque de savoir-faire. Oui, maladresse. Gouvernement de centre-gauche, je ne sais pas, notre invité roumain dira mieux que moi. Enfin, moi, je vois là-dedans les anciens de la Securitat aussi, qui font partie de cette alliance. Donc, j'appelle pas ça centre-gauche, en ce qui me concerne, surtout que, comme monsieur... Oui, c'est vrai que c'est un raccourci... Oui, c'est ça. Moi, je voudrais faire un autre raccourci. Dans mon petit catalogue personnel, je connais, comme Pierre Verluise, tous les États d'Europe centrale et orientale. Il y a ceux qui ont eu des ruptures plus faciles avec le communisme, soit parce qu'ils étaient carrément annexés par l'Union soviétique, soit d'autres qui ont eu des fausses révolutions. Je pense que la Roumanie est dans ce cas-là. Je voudrais passer la balle à votre invité qui sera plus compétent que moi. Moi, je pense que c'est le seul endroit de l'ancien empire soviétique où Gorbatchev a réussi son opération. Et finalement, remodeler le parti communiste sous la forme social-démocrate que vous appelez de centre-gauche. Et quand vous l'appelez de centre-gauche avec vos confrères, personnellement, ça me fait sourire parce que je ne les trouve pas vraiment de centre-gauche, même s'ils sont ripollinés aujourd'hui parce que c'est obligatoire dans l'Union européenne. Jean-Dominique Giuliani, je vous interromps, on va revenir là-dessus. Dans une seconde, on va reprendre le fil de cette pensée après une courte pause.